Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast Classe Affaires. Je me nomme Larissa, je suis avec mon partenaire Anthony. On est co-animateur et copropriétaire de Groupe Voyage Montréal. On est super excités aujourd'hui pour cet épisode-ci. On a reçu Julie Sarreau, directrice commerciale pour Transat. On a eu de super belles discussions. On a parlé, entre autres, du rôle de la femme dans l'industrie. On a beaucoup parlé d'intelligence artificielle et on a parlé du rôle et de l'avenir des conseillers et des agences de voyage. Manquez pas ça. Julie, salut! Salut, Larissa! Comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci. C'est le printemps? C'est le printemps. Bienvenue à Classe Affaires. Merci. On est très heureux de te recevoir. Je suis très heureuse d'être ici. Vraiment touchée même que vous ayez pensé à moi. Merci Génial, beaucoup. On est très, très contents. Julie Sarreau, directrice commerciale pour Transat. Oui. Écoute, on est vraiment très choyés de te recevoir et on aimerait tout d'abord commencer par que tu nous expliques un petit peu ton parcours dans le domaine du voyage. Raconte-nous comment tu es arrivée dans le domaine du voyage puis comment tu en es arrivée à atteindre un poste de direction que tu occupes en ce moment. Très bien. Alors, si je me trompe pas, je suis arrivée dans le domaine du voyage en août 2000, donc ça va faire 25 ans cette année. Okay. J'ai commencé, j'étais très jeune. Pour te dire, j'avais fait un parcours universitaire en sciences politiques, puis j'étais vraiment pas certaine de vouloir continuer dans cette avenue-là, poursuivre encore plus longtemps. J'ai pris une pause pour, après ça, simplement voir un commercial du collège Jean-April-Fortier défiler. Puis j'ai fait « That's my calling. Let's go ». Je fais le cours. Je l'ai fait en 6 mois. Intensif, à temps partiel, 6 mois, mais j'ai vraiment tout donné. Et puis, j'ai commencé chez Americanada en 2000. Okay. Americanada qui était un petit Théo, un voyagiste spécialisé Floride croisière. Tous les anciens de l'industrie connaissent bien Americanada, ça, je peux vous le garantir. Et j'ai commencé comme agent de réservation aux croisières. Americanada avait été racheté à l'époque par Consultour, mais après ça, Transat a décidé de reprendre. Donc, ça faisait partie d'un des tours opérateurs qui faisait partie de Transat à l'époque. Donc, un petit consolidateur, spécialiste croisière, Floride. Et on avait ramené un peu les segments FIT à la carte pour l'Europe. Puis moi, j'ai commencé comme agent de réservation croisière. J'étais au département des groupes croisières. Puis après ça, c'est ouvert un poste comme délégué commercial à l'époque sur la route. Donc, j'ai été sur la route et j'ai couvert l'ouest de l'île, l'Estrie, une partie du centre-ville de Montréal et la Rive-Sud pendant, je dirais, 1 an et demi, 2 ans, presque 2 ans, quand finalement Transat a décidé de revoir sa structure et de reprendre tout le volet Floride, croisière, sous le giron de Transat. Et moi, à ce moment-là, je ne savais pas ce qui se passait, mais j'ai eu une offre. Puis je suis allée travailler dans une agence de voyage à Ville-Saint-Laurent. Oh. Feu Giants, mais Réseau Ensemble aujourd'hui, et qui m'a accueillie pour développer justement le segment croisière. Donc, j'ai travaillé pour cette agence-là pendant 3 ans. Donc, je connais la réalité des conseillers en voyage. Et c'est à l'époque où les commissions se voyaient réduites considérablement et on commençait à introduire de plus en plus des frais de service pour les services rendus par les conseillers en voyage. Donc, j'ai œuvré 3 ans là, puis par la suite, j'ai eu l'appel du Théo. Donc, on est revenu me rechercher pour me demander si ça me tentait d'aller travailler encore d'un côté voyagiste. Et je suis retournée du côté voyagiste pour la compétition de Transat pendant 6 ans. Oh! Oui. J'ai commencé sur la route, mais après ça, j'ai terminé au marketing. Donc là, on pourrait dire aujourd'hui, je suis Jack of all trades, master of none. Mais ça m'a permis justement de toucher à tout ce qui était marketing, achat média, puis tout ça. Par la suite, je suis retournée à la maison. Donc, chez Transat sur Léo Parizeau, mais chez Transat Découverte. Okay. Et là aussi, on est revenu me chercher. Oh. Donc, je suis retournée chez Transat Découverte en tant que soutien administratif et aux ventes. Et j'ai adoré mon expérience parce que c'était vraiment très différent de Transat. C'était des produits tout à fait exotiques. Hein? Ça vendait la Tunisie, on vendait le Maroc, la Thaïlande, des circuits au Pérou. C'était autre chose.
Puis après ça, Transat a décidé de vouloir positionner Transat Découverte comme étant le TO spécialisé, mais là où Transat volait. Donc, on a laissé tomber des destinations comme la Tunisie, le Maroc et la Thaïlande, et on focusait seulement sur les routes où Transat allait. Puis il y a eu encore des changements organisationnels qui m'ont amené à aller du côté opérationnel, du côté des réservations aussi. Donc, j'ai œuvré au centre d'appel en tant que superviseur. Et par la suite, pendant un bon 2 ans, par la suite, j'ai remplacé une collègue qui devait partir en congé de maladie. Pendant son congé de maladie, j'ai repris le poste de chef des ventes chez Transat pendant 2 ans, jusqu'à temps que le 13 mars 2020, la COVID nous frappe. Tous et toutes. Je peux pas croire que 5 ans plus tard, on en parle encore, mais c'est tellement un événement... sans précédent, on ne peut pas ne pas en parler. Oui. Mais sans vouloir m'attarder à ça, j'ai muté du côté 100% aérien. Donc, j'étais chef des ventes nationales chez Air Transat pendant la durée de la COVID. Donc, après ça, il y a eu un mouvement de chaise musicale où Louise Fecteau, qui était présidente de TDC, prenait sa retraite. Karine Gagnon a repris sa place. Et moi, j'ai pris la place de Karine Gagnon. Donc, je suis directrice commerciale chez Transat depuis juillet 2022. Voilà. Et là, je vous ai fait un sommaire rapido. C'est excellent. Ouais. Impressionnant comme parcours. Ça montre à quel point tu as touché à tous les secteurs dans l'industrie du voyage qui est très pertinent, qui est très intéressant aussi, puis qui fait en sorte que tu excelles à ta position présentement. J'en suis fière, merci. Tu le devrais, absolument. Je trouve ça génial. Puis ce que je remarque dans ton parcours, c'est que je vois qu'il y a quand même un point qui est très intéressant parce qu'évidemment, Classe Affaires, c'est un podcast qui parle de voyage. On parle aussi beaucoup d'entrepreneuriat. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est que juste avant toi, tu parles que tu as pris la place de Karine Gagnon, qui a pris la place de Louise Fecteau. Je vois beaucoup de femmes. Puis je trouve ça le fun. Oui. Comment est-ce que tu... la place des femmes chez Transat versus dans l'industrie, parce que ça n'a pas toujours été le cas dans l'industrie, que ça a été beaucoup de femmes dans des positions de leader. Fait que comment est-ce que tu as vécu ça, toi, en tant que femme? Bon, évidemment, il y avait d'autres femmes avant toi, mais je trouve que ça a l'air d'être le fun, là, à quel point la femme prenait un grand espace chez Transat. Oui, effectivement. Puis je te dirais que ça commence avec, à la tête, littéralement, avec Annick Guérard, puis le conseil d'administration qui est à parité. Il y a autant de femmes qu'il y a d'hommes qui siègent sur le conseil d'administration. Et chez Transat, on accorde énormément d'importance aussi au leadership féminin. Et ça se transparaît depuis, my goodness, au moins un bon 2-3 ans où on peut dire là, que l'emphase est mise là-dessus aussi. Donc, c'est vraiment un plus. C'est vraiment un plus pour les femmes au sein de Transat, qui, je pourrais dire, vraiment est un employeur probablement une inspiration pour les autres de l'industrie. Clairement. Puis déjà que l'industrie, comme on l'a dit, est une industrie qui donne beaucoup de place à la femme, ce qu'on trouve, pour ma part, génial. Je suis convaincue qu'Anthony croit la même chose également. Fait que, tu sais, pour des gens qui, justement, ont le désir de se partir en affaires, de faire vivre leur côté entrepreneurial, c'est vraiment un domaine qui laisse beaucoup de place à la femme, puis qu'on peut vraiment aller espérer, justement, aller chercher des postes haut placés, des postes de direction, des postes de leader. On peut vraiment faire vivre notre entrepreneuriat dans ce domaine-là. Là. Oui, tout à fait. Puis je viendrais aussi renforcer le fait que ça vient aussi avec le mentorat, puis le côté inspirationnel aussi, de voir que des femmes ont pavé le chemin pour nous, puis que nous, on continue à paver le chemin pour d'autres femmes qui sont derrière nous, qui aspirent à accéder à des postes de direction. Donc, tout est possible, c'est sûr. Donc, c'est nos limitations personnelles qui pourraient faire ça, mais en quelque part, là, quand on a du mentorat, une entreprise qui croit en la capacité des femmes d'être de bonnes leaders, c'est comme impossible de ne pas être motivé par ça. Clairement. Est-ce que tu aurais justement un conseil pour les jeunes femmes qui ont peut-être eu de la difficulté dans le passé, dans d'autres domaines, en tant que femmes dans leur domaine, mais toi, est-ce que tu aurais justement un conseil pour ces femmes-là qui ont le désir d'aller plus loin? Le conseil le plus judicieux que je peux leur dire, là, c'est ne perdez pas patience, soyez patiente et déterminée, restez déterminée. La ténacité vient à bout de bien des choses. Sincèrement, c'est le conseil le plus avisé, le plus simple que je puisse donner.
ce Génial. matin. Ouais. Génial. Vraiment. J'en profite pour faire aussi une parenthèse parce que le côté des femmes a pris une énorme place aussi pour toi dans ta vie, Anthony. Fait que toi aussi, ce côté-là est très important pour toi. Là. Absolument. Pour ceux qui le savent ou qui ne le savent pas, mais l'entreprise que j'ai pris en charge était partie fondée par ma mère, qui dans le temps était une jeune femme en début de trentaine avec 2 enfants à nourrir quand ce n'était pas la chose à partir en affaires. Et elle a lancé ça. Pour différentes raisons, elle était une mère monoparentale pendant certains temps. Et passé à travers toutes les épreuves pour grandir une business avec sa passion. C'était une immigrante aussi, d'une famille catholique. Le divorce était mal vu dans ces temps-là, surtout en étant la plus jeune de 4 filles qui se sont mariées quand même assez jeunes. Puis c'est tout à fait ça. J'ai vu les épreuves dans lesquelles elle a vécu, comment elle a bâti sa business dès le début, comment ça a évolué. Et j'en suis très reconnaissant parce que c'est le domaine dans lequel je œuvre aujourd'hui, dans lequel je suis passionné. C'est le cadeau qu'elle m'a fait pour inspirer tout ce que je fais dans mes affaires. Et tout à fait. Fait que, en grandissant avec elle, quand on voyageait souvent, quand on était seul, j'ai fait beaucoup de congrès à ma jeunesse. Et c'était très évident que c'était une industrie qui était dominée par la femme. Fait que j'ai toujours un respect, j'ai toujours connu ça. Avec cette fusion, je suis maintenant associé avec une autre femme dans l'industrie. On a une équipe composée majoritairement de femmes. Et ça ne se le cache pas, mais je trouve ça inspirant. Je vais être papa prochainement d'une petite fille, fait que c'est tout en lien. C'était quasiment comme si c'était fait par design, si on veut. Tout est relié. Exact. It's full circle, si on veut. Ouais, mais c'est ça. Moi, j'ai eu le privilège de connaître ta maman, puis elle a vraiment défriché le terrain aussi. Une grande force de caractère. Une combattante. Une combattante, une professionnelle. Elle avait à cœur. Puis ça, te l'a transmis. Parce que tu as à cœur l'intérêt de tes clients, Anthony, puis bravo pour ça. Merci Je beaucoup. le sais, on le voit. Oui. Merci. Thank you. Bel hommage à ta maman. Évidemment, Transat a beaucoup de liens dans l'industrie du voyage, a beaucoup de contacts. On va parler d'un lien privilégié que Transat a évidemment avec les agences de voyage. Oui. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de c'est quoi le lien que Transat a avec les agences de voyage? Bien, depuis son existence, il y a 37 ans, Transat, son succès est attribué et attribuable grâce justement au soutien indélébile, indéfectible des conseillers en voyage. Puis les agences de voyage sont au cœur de la stratégie de Transat. Parce que vous êtes des partenaires clés, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs et c'est vous qui mettez de l'avant notre offre de service. Fait que ça, là, pour nous, là, ça n'a pas de prix. Donc, d'être là pour témoigner notre soutien, que ce soit par des outils technologiques ou que ce soit aussi par l'appui qu'on a du soutien de l'équipe des ventes, quand on peut vous assister, quand on peut faire partie de projets existants comme celui-ci, pour nous, ben, c'est un témoignage de respect envers l'industrie aussi. Donc, on ne serait pas là aujourd'hui sans cet apport énorme. Et tu le mentionnes, vous sortez des nouveaux outils, il y a énormément de formation qui est disponible aux agents de voyage. Oui. La communication est là, la communication est fluide entre Transat et les agences de voyage. Pas toujours simple, mais on le fait le plus possible dans le meilleur avec les outils qu'on a, dont on dispose, effectivement. Puis, on va... évidemment, il y a une transition qui s'en vient. Hein. Il y a eu beaucoup de périodes... On parle dans l'industrie du voyage, le avant-après Internet, il y a le avant-après 11 septembre, évidemment COVID maintenant. Mais là, on s'en vient dans une ère où il y a aussi le avant-après intelligence artificielle. Puis, c'est sûr que c'est un sujet important à adresser, mais déjà, je pense qu'on va commencer par dire que Transat a, étant donné sa relation importante avec les agences de voyage, Transat a un rôle à jouer dans l'avènement justement de nouvelles technologies, puis faire en sorte que les agences de voyage aussi évoluent et suivent le mouvement de l'intelligence artificielle, parce que si les agences de voyage sont plus là d'ici quelques années à cause de l'intelligence artificielle, le Transat va directement s'en sentir touché également. Là. Tout à fait. Puis, je voudrais dire 2 choses. Il y a comme 2 volets à ton commentaire.
quand tu parles de l'intelligence artificielle, il ne faut pas voir ça comme étant le bonhomme 7 heures. C'est not the boogeyman. Il faut plutôt s'en servir comme un outil qui peut faciliter la tâche. C'est autant chez nous que du côté détail que du côté tour opérateur, au sens où on cherche tous des gains en efficacité. Puis là, ça m'amène au volet, aux outils libre-service que Transat met en place pour les conseillers en voyage qui sont à la disposition de tous et toutes pour justement faciliter, pour être autonome le plus possible, pour éviter de passer du temps à nous contacter au centre d'appel. Le centre d'appel est toujours là et heureux de recevoir des appels, mais il y a une façon pour vous d'éviter ça et d'être fonctionnel, autonome. Donc, on a développé énormément d'outils là-dessus. Puis en primeur, aujourd'hui, je vous le dis juste à vous, parce que ça va sortir en news flash entre nous. On est le pionnier pour développer Tripbook pour les groupes. Donc, 4 caractéristiques vont être offertes à partir d'aujourd'hui, dont la sélection de sièges. Oh. Voilà. Je vois tes yeux, c'est parlant. C'est parlant. Appliquer des paiements, la sélection de sièges, bien entendu. Et puis, on a d'autres développements qui s'en viennent, mais donc, c'est vraiment, vraiment très bon. Ajouter un bagage fait partie de ça aussi. Et imprimer les documents électroniques. Puis, dans cette stratégie-là, est-ce qu'il y a une composante d'acte d'intelligence artificielle qui s'amène à ça, ou est-ce que ça se parle dans le bureau, c'est à venir, autant à l'interne pour vous, pour être plus efficace, autant pour nous, lorsqu'on communique avec vous, pour se rendre plus efficace, pour streamline un peu. Est-ce qu'il y a une discussion présentement? Pour ce qui est de ce développement-là, c'est vraiment du humain. Là, c'est le human factor, mais on a beaucoup travaillé aussi à développer cet outil-là parce qu'on l'avait reçu la demande. Pour répondre à ta question au niveau de l'intelligence artificielle, je pense que c'est exploré dans tous les départements, que ce soit du côté aérien ou du côté tour-up. C'est pas, on se cache pas, on joue pas à l'autruche, puis on cherche les moyens de l'appliquer. C'est même encouragé. Donc, nous, quand on travaille avec AI, on a copilote. Fait qu'il faut faire attention parce qu'il y a des normes de sécurité aussi qu'il faut respecter en termes d'entreprise. Donc, on travaille avec des outils qui nous sont fournis et autorisés. Donc, notre assistant immédiat, c'est copilote dans le cas de Transat, mais à d'autres niveaux, dans d'autres sphères, c'est un peu au-delà de mes compétences, même que je ne pourrais pas m'avancer là-dessus, mais je suis certaine que c'est exploré, ça, c'est sûr. C'est un incontournable. Ouais. Tout à fait. Puis au point qu'a fait il y a quelques minutes, pour ceux qui ont peur, c'est pas le boogeyman, c'est pas fait pour remplacer la pensée humaine, c'est fait pour augmenter, assister la pensée humaine. J'ai le voir comme ça. Absolument. Puis pour l'avoir, je œuvre beaucoup avec ça. Je travaille beaucoup avec ça dans différentes niveaux dans mon processus, que ce soit avec la vente, avec les communications internes, avec l'équipe. Il y a différentes façons de s'aider à être plus efficace, à faire des tâches répétitives un peu plus rapidement. Et c'est même ça. Les avancements sont faits tellement vite que si tu... Puis on va être clair, on parle strictement disons un chat GPT pour l'instant, parce que c'est l'outil que plusieurs personnes connaissent. C'est rendu que le AI est rendu avec toutes les compagnies, tous les formats. Même au niveau d'exemple, un Booking.com, on n'aime pas parler de ça, mais on voit que ça risque de perturber un peu parce qu'on ne parle plus du petit chatbot qui va répondre à 4-5 questions préenregistrées. Là, on parle de quelque chose d'assez sophistiqué qui peut dialoguer avec toi, qui ne dort jamais dans toutes les langues instantanément. Et donc, oui, c'est à ce niveau-là sur un site consommateur, mais à l'interne, il y a cette fonctionnalité qui peut être très utile, autant pour un conseiller ou un propriétaire d'agence qui œuvre depuis un certain temps, autant que pour les nouveaux. On ne doit plus en avoir peur, puis ça doit se partager pour voir comment être efficace. Sont là pour ça. Les avancements se sont faits tellement rapidement. Et c'est fun à voir, mais en même temps, je peux comprendre que ça fait peur à plusieurs. Mais j'encourage tout le monde d'au moins passer un 10-15 minutes avec cet outil-là, puis voir à quel point que ça veut rendre une personne plus efficace. Et si ça se faisait à l'échelle
d'une entreprise que ça pourrait rendre encore plus efficace. Puis on parle pas juste de l'utiliser comme un Google sur des stéroïdes. Là. Donc, il faut vraiment y parler. Ça peut vraiment aider. J'aime ton analogie. Ben, c'est parfois, mais c'est vrai. Parce que j'en ai plusieurs quand j'ai ces conversations-là qui me disent ben oui, mais j'y pose une question, puis ben écoute, la réponse est pas bonne. C'est parce que la question est pas bonne. Tu peux pas y demander une question d'une phrase puis espérer avoir une réponse très développée. Et donc, j'ai suivi des formations, c'est n'importe où. Là. Tu vas sur YouTube, tu peux voir à quel point, si tu es plus pointu avec la question qu'on lui demande, la réponse peut être excellente. Puis je pense que c'est important de quand même mentionner à nos auditeurs qu'on n'est pas en train de dire que tout le monde devrait essayer de réinventer la roue avec l'intelligence artificielle. Le minimum, c'est de se tenir informé, au courant, puis au minimum de suivre quelques formations, juste pour savoir un peu de quoi il en ressort, ça fonctionne comment, parce que, vous savez, l'espèce de feeling quand on est grand-maman, puis que, pas que j'ai ce feeling-là, zéro, mais le feeling d'une grande-maman qui a sa petite-fille qui utilise des outils technologiques, puis que la grand-maman est complètement dépassée, puis qu'elle doit appeler sa petite-fille pour allumer la télévision. Vous voulez pas vous retrouver dans ce genre de situation-là, dans ce genre de... Il ne faut pas la regarder passer. Il faut clairement suivre la parade. Puis on vous demande pas de la mener, mais c'est tout dans votre intérêt en ce moment que d'être dedans, en tout cas. Vraiment être dans la parade, puis suivre les tendances, puis au moins avoir un minimum de formation là-dedans. Là. Puis deux exemples que je pense que peuvent amener quelque chose à nos auditeurs. Là. Puis, exemple, on reçoit un contrat de groupe de chez Transat, disons, avec différentes chambres, différentes catégories, différents prix et tout. Et parfois, et je parle pour moi-même, mais parfois c'est long à calculer à la main. L'occupation simple, le prix net plus les taxes, nanana, à longueur, les catégoriser, prendre le PDF qu'on reçoit, le mettre sur un Excel ou faire de notre manière pour ensuite envoyer au client. Le contrat est maintenant reçu. Je peux le mettre dans ChatGPT, pas un programme sophistiqué, puis lui demander, s'il vous plaît, calcule-moi le prix par personne, incluant les taxes au net de toutes mes catégories, les classer par chambre et par occupation. Et en dedans de 37 secondes, si pas moins, ça me le sort. Si je le veux qu'il me le mette dans un Excel, il va me le faire. Et ça se fait assez bien de même et ça fait rapidement. Je reçois parfois des demandes de clients par message texte. Puis parfois, c'est vague. Hey, ça me tente d'aller au Mexique, je sais pas, partir cet hiver avec ma femme, whatever. C'est vague. Il manque beaucoup d'informations. Le temps que ça te prend, je peux prendre de 3-4 minutes de répondre, de l'envoyer à une adjointe administrative pour répondre, ou littéralement prendre le capture écran, pas l'écrire, le capture écran, parce qu'il peut lire des photos, le mettre dans le GPT, puis il va me répondre comme moi... je suis peut-être moins de bonne humeur ou moins patient d'y répondre de la bonne façon que je devrais. Puis on sait tous que parfois, après une longue journée, si on répond à un appel téléphonique, la personne de l'autre bord peut peut-être sentir ta fatigue. Et là, la machine peut lire et ensuite demander toutes les questions qu'on doit savoir. OK, ben oui, c'est le fun. Je suis content que tu m'as écrit. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Et ça avec le ton souhaité, là. Avec le ton souhaité. Puis, ça, c'est deux exemples. Je peux en parler en longueur. Moi, je peux t'en donner un exemple qui est appliqué chez nous au centre d'appel maintenant. C'est ça qu'on veut savoir. Ben, c'est ce que je vais vous dire. Maintenant, nos agents de réservation, avant, c'était un peu plus compliqué. Ils devaient eux-mêmes noter les dossiers. C'était plus complexe et plus long. Mais maintenant, on travaille avec un outil chez Transat qui permet justement d'enregistrer l'appel et c'est transcrit. Oui. Donc, oui. On utilise ça parfois sur nos Zooms avec les clients. Ça nous laisse, ça nous permet d'être plus focusés sur la conversation parce que parfois, on prend des notes, le temps qu'on a écrit quelque chose, c'est impossible parfois de s'en rappeler de tout, puis ensuite réécouter l'appel pour voir où est-ce qu'il s'est fait l'erreur ou où est-ce qu'il y avait l'affaire. Maintenant, ça mesure même l'humeur. Ben, ça fait en sorte aussi que vos employés doivent être plus efficaces, là, je veux pas. Non, mais il y a un gain énorme d'efficacité, là, juste là. Ne serait-ce que dans le traitement d'un appel complet, quand on parle du after-call work, du average handle time, tout ça, parce que c'est très, très anglophone là, comme technique, comme technologie. Là. Mais on remarque, les gens du centre d'appel remarquent énormément de gains en efficacité de ce côté-là. Oui. Donc, ça se traduit par un meilleur service aussi, puis moins de lost in translation, comme on dit, là,
c'est moins place à l'interprétation, c'est un peu plus factuel. Ouais. Donc, il y a des avantages pour ça. Tant mieux. Puis tu mentionnais Copilot. Toi, tu t'en sers de quelle manière dans ton day-to-day? Là? Copilot, là, disons que quand je dois préparer une présentation puis j'ai le syndrome de la page blanche, ça va me donner un petit kickstart. Là. Je vais mentionner quelques idées basées sur une thématique qui nous est donnée pour juste me partir après ça. Puis c'est fou comment on gagne en temps et en efficacité aussi pour ça. Tout à fait. C'est incroyable. Si je fais le lien de notre bord, exemple, des itinéraires, je vais utiliser Italie parce que je me considère un expert en Italie, mais puis je l'ai fait des itinéraires à tout jamais. Comme tu dis, je sais exactement comment je vais structurer mon itinéraire pour le client, mais je vais demander à ChatGPT de démarrer au moins le template ou le brouillon du courriel pour que soit je plug ensuite avec mes fournisseurs, les hôtels, les ci puis les ça. Ou parfois, oui, je sais qu'une région est à côté de l'eux, mais est-ce que c'est mieux de prendre le train ou est-ce que c'est plus vite en prenant l'auto au lieu d'aller Google 15 fois? C'est rendu efficace. Puis pour le point original aussi, que le monde qui ont peur, je suis assez confiant à dire qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui l'utilisent, puis cette technologie-là est aussi puissante que les téléphones intelligents. Il y a 10 ans, tout le monde avait son propre téléphone ou son propre modèle. Dans un rien de temps, tout le monde va être dessus. Tout le monde va s'en servir d'une façon ou d'une autre. On le voit déjà, sans même qu'on le demande. Même le iOS ou l'iPhone, ils peuvent corriger ou suggérer des trucs en fonction d'un AI. C'est rendu là. C'est rendu là, puis il faut... Je te félicite parce que tu en fais ton allié. Quand encore beaucoup en font un peu comme si c'était un ennemi, qui n'est pas le cas. Fait qu'il faut juste savoir bien s'en servir puis avoir la bonne formation appropriée pour justement s'aider. Bien, c'est David contre Goliath. De se dire que l'intelligence artificielle est notre ennemi, c'est David contre Goliath. Là. On ne peut plus nier que c'est un outil qui va complètement changer nos vies, la face du monde. Et tant qu'à être là, comme Internet, quand ça a changé un peu la vie des agences de voyage, ben, il faut s'en faire un allié. Mettez-le dans votre poche, apprenez à vous en servir et apprenez à... Tout à fait. Si on s'aurait demandé, il y a 5 ans, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait perturber le modèle de Google ou qui pourrait être plus performant que Google? On s'aurait dit dans quel sens, comment. On ne peut même pas y croire parce qu'on ne sait même pas où part aller. Puis là, on est rendu à un point où une entreprise de multi-milliards ou billions, mais est rendu à un point où même eux doivent s'adapter à cette technologie-là. On parle dans notre industrie-là, il y a tellement d'exemples dans d'autres industries, l'industrie médicale ou d'autres, où il y a un fonctionnement, mais tout ça pour dire que ça s'en vient pas, c'est là, et ça évolue rapidement. Et si vous ne le faites pas déjà, c'est le temps de prendre 10-15 minutes par jour parce que tout le monde veut le dire j'ai pas le temps d'apprendre ça. Oui, vous avez le temps de prendre ça. Vous avez le temps. Faut prendre le temps. Prendre un 10-15 minutes parce que vous n'allez pas le regretter. Décortiquer la bébête, ça vaut la peine. C'est clair. Tout à fait. Justement, quand on parle d'agences de voyage, il y en a encore des agences de voyage qui ouvrent aujourd'hui. Puis, c'est évidemment, des fois, il y a des gens qui se disent « Ah ouais, encore, ça existe encore des agences de voyage aujourd'hui? » Puis oui, il y en a même qui continuent d'ouvrir, je dirais pas fréquemment, j'ai pas les chiffres sur combien d'agences de voyage qui ouvrent, mais il y en a. Ce serait quoi ton conseil en étant dans l'industrie? C'est sûr que du point de vue de Transat, mais de ton point de vue personnel aussi, étant donné l'expérience que tu as dans le domaine du voyage, le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui se part une agence de voyage aujourd'hui, là, dans les conditions actuelles? Alors, je les félicite parce que c'est une commande assez importante. C'est pas saturé, je dirais pas que c'est saturé, mais ce qu'il faut, je pense, comprendre, c'est ne s'invente pas qui veut être propriétaire d'une agence de voyage. Je conseillerais à quiconque veut ouvrir une agence de voyage d'œuvrer dans l'industrie avant et d'aller chercher de l'expérience dans cette industrie parce que, on va se le dire, un conseiller en voyage, c'est pas juste un conseiller en voyage. C'est aussi un notaire, c'est un avocat, c'est parfois un médiateur, c'est une personne qui recherche, il y a énormément de pression pour pouvoir livrer et les clients sont de plus en plus exigeants et eux aussi ont accès à l'intelligence artificielle et ont aussi accès à une mine d'informations. Donc, je pense qu'il faut être bien outillé. Donc, il faut avoir un background solide et par la suite, il faut savoir s'entourer. Donc, moi, si je suis aujourd'hui intéressée à ouvrir une agence de voyage, j'ai le background, mais
je voudrais m'associer à un réseau, je voudrais m'associer à la force du nombre aussi. Puis je voudrais avoir des outils nécessaires pour m'appuyer et m'épauler. Donc, je chercherais à être parrainée en quelque part pour démarrer l'entreprise. Donc, je pense qu'une personne a besoin de ça, une espèce de parrainage, une association avec une autre agence ou avec un regroupement de leur choix. Il y en a de très bons. On en a d'excellents. Donc, je pense que c'est vraiment des outils nécessaires pour se démarrer dans cette industrie, mais je décourage personne de le faire, sauf d'être bien préparé pour le faire. Puis, on en parlait un peu avant le podcast. Toi, tu vends pas par choix parce que tu préfères gérer. Toi, tu aimes encore vendre, puis tu commences à dealer un peu au niveau de la gestion. Mais je pense que quand on devient propriétaire, c'est que peut-être qu'on est prêt à laisser passer le côté vente pour justement s'entourer de gens compétents qui peuvent vendre, puis continuer peut-être avec une clientèle très spécifique, mais de pouvoir aussi développer des outils technologiques et de pouvoir se démarquer, ne serait-ce qu'en se spécialisant dans quelque chose, dans une niche, un voyage de famille, des aventures, voyages exotiques, peu importe, de vendre tout, mais aussi d'avoir une niche et de ne pas avoir peur, d'avoir peur, puis de foncer. Alors, il y a de la place encore dans cette industrie, mais il faut se renouveler. Il faut arriver avec un concept bien clair, bien défini, puis être appuyé. Ça, c'est clair. Ça, c'est mon opinion. Je trouve ça tellement intéressant comme sujet pour plusieurs raisons. La question de comment... est-ce qu'on ouvrirait même une entreprise de cette façon-là? Je trouve intéressant parce qu'on est tous d'accord que d'ici 20 ans, les gens vont continuer de voyager. Right? On est tous d'accord avec ça. Ça n'arrêtera pas. Non. Exact. Et donc, mais pourquoi donc y a-t-il moins d'agences qui ouvrent aujourd'hui? Puis c'est une question que je pose à tout le monde. Nous-mêmes, c'est intéressant à comprendre. Pourquoi qu'il y en a moins, malgré que le fait que le monde continue de voyager? Je te dirais qu'il y a deux choses là-dessus. Il y a des fusions entre agences et on remarque aussi un essor au niveau de vraiment une montée des conseillers en voyage indépendants qui sont leurs propres chefs d'affaires. Ben oui. Et qui est un modèle vraiment très intéressant qui peut-être était boudé dans le passé, mais aujourd'hui, on regarde certains réseaux qui regroupent des conseillers externes et qui les encadrent et qui donnent les outils. Et on voit peut-être moins de pignons sur rue. Je suis d'accord avec toi. Brick and mortar, c'est peut-être thing of the past, mais le conseiller en voyage qui est à même titre, conseiller propriétaire de sa propre, sans avoir à stresser avec tout ce qui est outils de gestion, de marketing, parce que c'est fait par un réseau ou par l'agence avec laquelle il s'est rattaché, explique peut-être pour ça, parce que la raison pour laquelle Transat a lancé le camp des recrues l'année dernière, c'est parce qu'on a réalisé qu'il y a énormément de nouveaux permis à l'OPC qui avaient été donnés. Et on avait affaire à des conseillers. Permis de conseiller, donc oui, pas madame, des permis d'agence, mais des permis de conseiller. Le permis de conseiller, qui, pendant la période où on était pris avec la COVID, n'avait pas la formation nécessaire. Là, on parle de 3 ans et moins. Puis on reprend le volet du camp des recrues cette année, puis on va ratisser un peu plus large pour les gens qui veulent se rafraîchir la mémoire, ceux qui vendent peut-être plus de croisières, qui sont intéressés à vendre plus de tout inclus. On reprend la formule, mais on a encore réalisé qu'il y a du monde qui a vraiment besoin de formation, beaucoup de nouveaux. Donc, il y a énormément de conseillers en voyage. Lorsque tu dis qu'ils ont encore besoin de formation, qu'est-ce qui leur manque? Qu'est-ce que tu remarques ou qu'est-ce que Transat remarque quand ils sortent? Parce qu'un permis, on se le cache pas, c'est assez simple d'en obtenir un, mais ça, autre que les conditions juridiques qu'on doit savoir, ça ne forme en rien comment être efficace à ce métier-là. Ça, donc, qu'est-ce que vous remarquez à ce niveau-là, au camp de recrues ou à l'échelle pour les gens qui viennent de commencer? Bien, ce qu'on remarque, c'est que les pauvres sont comme des chevreuils devant un auto, tu sais, parce qu'ils ont accès à tout. Hein? Puis là, tout d'un coup, ils se font bombarder de questions, puis ils sont pas outillés pour répondre à ces questions-là, où le temps de recherche va être énorme, puis là, ils sont un peu... fait qu'on les prend. On les prend en charge, puis on leur montre comment
comment vendre, mais pas juste Transat. Je pense qu'on rend service à l'industrie en les formant, sincèrement. C'est sûr. Donc, c'est qu'est-ce que c'est le type de voyage, quel est le type de client, comment fonctionner avec les groupes, comment faire votre propre plan marketing. C'est ça qu'on leur apprend quand on fait le camp des recrues. En plus de vivre à destination les expériences d'excursion. Fait qu'on n'est pas juste en classe tout le temps, on fait aussi les expériences à destination, on visite d'autres hôtels. Alors, c'est bon pour ça. Donc, ils sont sortis des bancs d'école, mais il n'y a rien comme apprendre sur le terrain. Non, puis en plus, quand ils sortent de l'école, pour avoir passé en entrevue plus d'une centaine de conseillers dans les 10 dernières années, ils ont tous cette espèce de désir de vouloir se spécialiser, mais au début, ils ne veulent pas dire non à aucune demande de client. Évidemment, ils se disent je veux commencer, je veux mettre la main à la pâte, je veux me pratiquer. Donc, évidemment, je ne vais pas dire non à aucune demande. Donc, ils disent oui à tout. Mais comme on l'a dit tantôt, je veux dire, il y a tellement de produits, il y a tellement de possibilités, il y a tellement de choses. Puis, on ne peut pas être formé sur tout ça. C'est impossible de tout savoir avant même de commencer. Tout à fait. Pour avoir aussi fait des études après le Fortier pendant 1 an, tu peux faire des études pendant 1 an dans le domaine du voyage, puis ta première demande client sera quelque chose que tu vas pas avoir appris à l'école. Non. Fait que c'est sûr que les gens veulent dire oui à tout, mais encore là, ça revient un peu à la question qu'on disait tout à l'heure. La raison pour laquelle il y a moins d'agences, je vais appeler ça traditionnel, pignon sur rue. Moi, je pense que c'est une question de rigidité aussi beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, les gens doivent faire preuve de flexibilité. Ouais. Autant l'agence que les conseillers en voyage, la flexibilité est un mot d'ordre, que ce soit d'apprendre avec des nouvelles technologies, d'intégrer des nouveaux marchés, d'intégrer des nouvelles spécialités, des nouveaux outils. La flexibilité est tellement de mise, est tellement importante, et je pense que c'est ceux qui sont rigides qui finissent par devoir mettre clé sous la porte. Là. Parce que, veux pas, le monde est en changement, le monde évolue, le monde des affaires évolue énormément. Puis je pense que ça doit être bon dans n'importe quel domaine de toujours rester à l'affût, flexible, parce que sinon, c'est là où la rigidité fait en sorte que la clé sous la porte arrive. Là. Puis il y a une belle vague de jeunes qui s'en vient, qui sont formés. Puis il y a aussi une vague de gens qui ont, comme deuxième carrière, le souhait de vouloir évoluer comme ça. Puis il ne faut pas lever le nez sur eux parce qu'ils ont l'expérience du voyage derrière la cravate. Et leur knowledge est vraiment intéressant. Et c'est juste de peaufiner un peu. Puis souvent, ils sont avides de vouloir réussir. Puis ils sont moins apeurés par la technologie qu'on le croirait. Évidemment. Mais il faut de la souplesse, il faut ça aussi. Puis je pense que c'est un beau défi pour les agences traditionnelles aussi de se regarder, de faire une introspection sur leur modèle d'affaires, puis de se dire, moi, je vais l'accueillir, le changement. Puis souvent, c'est en laissant rentrer les plus jeunes ou ceux qui ont de l'expérience du voyage, mais qui sont aussi très, très assoiffés par, justement, tous ces changements-là, de vouloir continuer à évoluer. Puis ça bâtit la relève. Exact. Parce qu'on veut pas que ces propriétaires d'agences qui éventuellement, ou qui sont peut-être en train de justement penser à la retraite, disent non, je mets la clé dans la porte, puis c'est une agence qui ferme, c'est tragique. Moi, je pense qu'il y a une façon de préserver le nom des agences, et il y en a tellement d'excellentes, de tout réseau confondu. Alors, de pouvoir avoir une relève, c'est ce qui compte. Et ça, c'est le défi, là. C'est d'aller chercher la relève. Oui. Puis il faut reconnaître la profession, la qualité de la profession des conseillers en voyage, parce que je pense que c'est sous-estimé, sous-évalué. Et pourtant, il n'y a pas mieux que ça, là. Puis je pense que les gens ont compris aussi et ont besoin du soutien lorsqu'il arrive des événements aussi énormes qu'une pandémie ou qu'un 11 septembre, de pouvoir se rabattre sur un conseiller en voyage qui dit « Hey oh, moi j'ai quelqu'un qui peut m'aider dans tout ça, je suis prêt à destination, j'ai besoin d'assistance pour telle chose », de savoir qu'un conseiller en voyage peut être la personne qui va aller se battre pour moi pour régler un problème. Ça n'a pas de prix. Il faut le faire valoir davantage. C'est clair, c'est pas le chatbot qui va se battre pour toi. Là. Jamais de la vie. Non. Il faut faire valoir cette magnifique profession-là parce qu'elle n'est pas en voie d'extinction. Tu parlais que l'intelligence artificielle remplacera jamais l'humain, effectivement, parce que tu as besoin de la dimension humaine. Clairement. Tu vas lire ce qu'un safari en Afrique, un résumé de safari en Afrique de chatbot, puis moi, je vais t'entendre me raconter ton résumé de ton safari.
Qu'est-ce qui va arriver? Ça va être sur mon bucket list dans 30 secondes, c'est sûr. Alors, c'est ça l'affaire, tu sais, qu'on peut pas empêcher le relationnel, c'est tellement important. Quand on parle de l'utiliser, ces outils-là efficacement, les voyages qu'on fait, je peux le résumer à mon chat GPT puis lui demander ensuite, crée-moi ou propose-moi 10 formes de contenu sur tous les réseaux que je pourrais republier qui vont amener de la valeur en leur expliquant et non en me vendant comme oh, regarde le voyage que j'ai fait. Non. Regardez-vous dans cette optique que vous pouvez faire le même voyage au lieu de, comme tu disais tantôt, le syndrome de la page blanche là, parfois, parce qu'on sait à quel point que c'est important de se servir des réseaux sociaux, mais parfois on ne sait plus par où commencer et ça recycle les mêmes pubs ou les mêmes trucs et c'est comment différencier une conseillère d'une autre parce que c'est le même offre, mais moi aussi je vends du Sud, moi aussi je fais ci. Cet outil-là peut aider à faire du déblocage dans le cerveau, puis à inspirer, puis à mettre un plan stratégique, puis nous aider à concrétiser nos pensées à un niveau marketing. Donc, c'est très bien pour s'en servir, mais je voulais retourner sur un point que tu as mentionné tantôt au niveau de marketing. Fait que la formation de camp de recrues, ça enseigne les essentiels, je présume, mais je suis très curieux. Au niveau marketing, c'est quoi la stratégie ou quelle stratégie est-ce qu'on conseillerait à quelqu'un qui vient de commencer? Parce qu'on sait tous, il y a un changement numérique, ça devient de plus en plus en ligne. Puis lorsque je dis en ligne, on parle que le monde passe beaucoup de temps sur les réseaux, on va beaucoup passer des trucs. J'ai pas les statistiques non plus, mais j'ai lu souvent que TikTok est maintenant est classé plus haut que Google pour les recherches de voyage en termes de lorsqu'on commence à s'inspirer ou à planifier un voyage, on va regarder là-dessus parce que c'est vite, on va le voir en visuel. C'est visuel et c'est audio. Fait que, est-ce qu'il y a une composante là-dedans dans votre enseignement au camp des recrues? Comment est-ce que vous voyez le numérique dans tout ça? Bien, nous, c'est surtout du côté aspirationnel. Parce que quand on parle de médias sociaux, il faut que ça accroche l'œil. Mais nous, ce qu'on va dire, c'est plus comment le partir quelque chose, puis après ça, le choix du partage revient au conseiller en voyage, là, c'est sûr. Mais je vais donner un exemple concret de comment marketer un produit. Et on dit réserver un groupe. Réserver un groupe spéculatif, quoi qu'il en soit, à petite échelle, 10 à 12 personnes, puis créer vos propres classes de service. Créer votre propre early booking, votre propre réservé tôt pour attirer la clientèle. Mieux vaut le plus rapidement possible que trop tard, là, pour pouvoir le faire. Donc, on donne des outils sur comment monter ça, puis après ça, on dit partagez-le sur les réseaux sociaux. Maintenant, ça dépend quelle plateforme ils utilisent, mais on voit de plus en plus de conseillers. Moi, je commence à suivre de plus en plus de conseillers qui sont sur TikTok, puis même des fournisseurs qui sont sur TikTok, puis je me dis, ah ouais, vraiment. Quand tu veux aller chercher un peu d'inspiration pour le moment, là, c'est vrai ce que tu dis, Anthony, tout à fait. Moi qui boudais de TikTok, je suis rendue que je vais le boire quand même 1 ou 2 fois par jour, facilement. Puis j'ai choisi, c'est très focus voyage, là. Puis des fois, un couple d'humoristes parce qu'on a besoin de rire de temps en temps. Mais j'aime voir qu'est-ce qui est diffusé. Puis je trouve que, justement, pour ceux qui veulent se lancer en affaires, c'est vraiment du bonbon, là. C'est vraiment... puis après ça, le défi, c'est de se démarquer du lot. Oui, ça, c'est... Donc, nous, on jette les bases. On donne des outils, comment mieux vendre, comment mieux se préparer pour le vendre, qu'est-ce qu'on fait qui peut aider les conseillers en voyage. Puis après ça, c'est comme notre outil de partage d'hôtel, de recommandation d'hôtel. Servez-vous-en, allez vous en servir. Puis c'est parfait parce que c'est non transactionnel, ça vous envoie sur la page, puis c'est un message personnalisé. Fait que le courriel ne va pas mourir non plus parce que ça reste encore un bon moyen pour rejoindre encore une bonne partie de la clientèle. Puis après ça, c'est de développer ta plateforme TikTok, Instagram demeure encore très clé. Puis Facebook, je dirais un bon troisième joueur. C'est tellement un beau sujet que tu abordes là parce que juste le fait de se démarquer du lot, sortir du lot. Oui. C'est tellement un sujet qui est non seulement chaud dans l'industrie du voyage, puis pas juste en ce moment, c'est un sujet qui est chaud depuis des années, qui revient une fois de temps en temps sur la table, de se différencier de juste un prix, vendre un prix.
Non. Puis c'est fou à quel point, tu sais, là, ce que tu me racontes du camp des recrues, c'est zéro ça. On parle pas de prix ici. Là, on parle d'inspirationnel, puis on parle de comment se démarquer avec des outils. Oui. Puis là, tu parles de TikTok, puis il y a justement des gens qui font plein de vidéos sur TikTok, puis qui ils parlent justement évidemment, ils apportent des conseils, ils parlent de leurs propres expériences, mais c'est tellement important de se démarquer du lot, de sortir du lot et d'arrêter de parler de prix. Ah oui. Mais puis là, en fait, pas que je veux péter une bulle, mais on est tout le temps, surtout les derniers temps, avec le contexte inflationniste, avec les guerres de tarifs, il y a toujours une sensibilité au prix. Mais quand tu regardes là, un forfait dans le Sud, puis tu regardes la valeur, puis tu te dis, moi, je veux passer des belles vacances. Je veux que je veux que ce soit mémorable. Je ne veux pas me soucier de quoi que ce soit. Je pense que ça vaut le prix. Les gens travaillent fort, les gens économisent longtemps pour pouvoir effectuer un voyage. Mais moi, je pense que c'est important de pouvoir capitaliser là-dessus. C'est pas bottom line le prix, c'est l'expérience de voyage qui va compter avant tout. Et puis, il y en a pour tous les goûts, tous les budgets. Puis, ton budget, mon budget, son budget, c'est vraiment une question très personnelle. Mais il y a moyen de ne pas s'attarder qu'au prix. Puis pour 20 pièces de moins, qu'est-ce que tu as pour 20 $ de moins? Pense-y, là. T'sais, est-ce que ça vaut vraiment la peine de te priver d'un conseiller en voyage parce que tu penses que tu vas payer plus cher le conseiller en voyage? Pas tant. Puis en fait, il n'y a pas de prix. Quand tu arrives à parler du 20 pièces de différence, il est déjà trop tard avec ce client-là. C'est quand le client arrive puis qu'il te parle de « je l'ai vu 20 pièces ailleurs là, de moins », il est comme déjà trop tard. Le concept de vendre autre chose qu'un prix, il faut que ce soit avant même que la communication ait commencé avec le client. Il faut que ce soit dans ton message, il faut que ce soit dans la manière dont tu te présentes à ta communauté, à ton audience. Il faut que ça se sente que les gens veulent faire affaire avec toi et qu'en bout de ligne, ils n'ont même plus le goût d'aller voir ailleurs, ils n'ont même plus le goût d'aller comparer, puis qu'ils se sentent « Non, je m'en fous de ce que je trouve ailleurs. C'est avec elle que je veux faire affaire. Puis c'est ses conseils à elle que je veux. » C'est ça sur quoi il faut miser. Puis c'est ça sur quoi vous voulez absolument penser juste à ça dans votre marketing, dans votre présentation, dans ce que vous véhiculez à travers vos réseaux sociaux. Il faut que ce soit en tout temps en lien avec... Tu veux que ton client veuille faire affaire avec toi puis qu'il n'y ait pas d'autre option. Puis si tu arrives à générer ce sentiment-là chez ton client, il n'y aura jamais de question de « je l'ai vu, mais c'est toute une question d'intégrité puis de confiance aussi. Oui. C'est énorme, bâtir ta confiance puis ton respect, parce que le respect, tu peux le perdre dans le temps de le dire. Oh oui. C'est trop vite perdu. Mais de capitaliser sur une intégrité, l'intégrité de votre business, Groupe Voyage Montréal, puis l'intégrité aussi... de votre personnalité, de vous, votre personne, qu'est-ce que vous voulez livrer, bien ça justifie le fait que je suis prête à payer plus cher parce que je sais que s'il m'arrive de quoi, GVM est derrière moi. Tu m'as fait écouter un podcast ce matin qui disait justement « Everyone's going to be famous to 15%. » C'est, il faut, je vais t'entendre tout juste après ça, mais dans le fond, je trouve ça super intéressant, puis j'avais comme jamais pensé de cette manière-là, c'est que c'est pas une question d'aller chercher quelque chose d'unique chez vous qui fait en sorte... Mais en fait, oui. Parce que vous êtes unique. On est tous uniques, on est tous uniques, là, tout simplement. Mais vous n'avez pas besoin d'aller chercher une spécialité que personne d'autre n'a. C'est pas ça la question, c'est pas ça qu'on veut dire quand on veut dire quelque chose d'unique. Vous êtes unique, misez sur vous, en fait. C'est vous sur qui on veut que vous misiez. Et quand j'ai entendu cette phrase dans le podcast que tu m'as fait écouter, là, you're all going to be famous to 15%, c'est ça que j'ai trouvé comme super intéressant, parce qu'en bout de ligne, devenez influenceur voyage. Puis on n'est pas en train de vous dire... partez un métier d'influenceur, mais essayez de jouer la game comme un influenceur, puis jouer sur vous, miser sur vous. Absolument. C'est tellement une opportunité, les réseaux aujourd'hui versus quand on pensait peut-être partir une business, une agence de voyage dans le temps. Tu avais ton panier de rue, si tu avais un bon coin de rue, un bon loyer, tu avais des chances que le monde passait là, il n'y avait pas d'Internet, fait que pour ceux qui se disent l'Internet, comme on se disait depuis le début, là, c'est un outil qui devrait nous aider.
on est tellement chanceux que si on poste une vidéo qui fait rire à des inconnus sur TikTok, puis you go viral soudainement parce que c'est ta personnalité, surtout quand on est dans un contexte de vente. Veux pas, on vend des voyages, on conseille, mais on se le cache pas, il faut le vendre, le voyage, de 1000 différentes façons. Mais le fait qu'on a un outil qui peut nous permettre d'être vu par autant de personnes, puis c'est pourquoi pas aller se miser dessus. Fait que sur le point de ce qu'il mentionnait sur le podcast, c'est ton point tantôt, il y en a plusieurs qui se partent à leur propre compte ou des indépendants, mais c'est parce qu'ils peuvent, on s'entend qu'on peut tous aller à différents hôtels, le construire et l'enregistrer de notre façon, mais moi je suis notre personnalité à nous-mêmes, pour moi, c'est tout. C'est entièrement ça, parce qu'on peut... Capitaliser sur soi. Oui. Puis, s'il n'y a pas un format qui marche pour tout le monde, on a tous notre humeur, qu'importe, on voyage, on préfère voyager de notre propre façon, mais qu'est-ce qui va faire en sorte que tu démarques surtout dans un écosystème qui est très, très saturé, si on veut, mais l'opportunité est là aussi d'exploser, puis le monde peut... Parce que tu as été drôle dans ton vidéo en avant d'une belle hôtel que tu aurais conseillé. Le monde, quand je vois des nouveaux ou nouvelles dans l'industrie, parfois, tu le vois, sont rigides, mais sont là, ils voyagent à des belles places, mais eux qui excellent, ils intègrent une certaine composante de leur personnalité. C'est de l'humanisme. Ce qui est facile à dire, exact, ce qui est facile à dire, mais c'est de ne pas avoir peur d'être qui on est dans ce contexte et faire connaître notre savoir, notre expertise, parce que justement, on t'a dit tantôt, on vend du voyage, mais on vend pas juste du voyage, on vend notre service. Ben oui. C'est là où on veut qu'ils fassent affaire avec nous. Fait que, faire affaire avec nous, c'est pas faire affaire avec Transat directement. On ne vend pas qu'un voyage, on ne vend pas qu'un prix. Donc, justement, ce qu'il faut faire, c'est capitaliser sur nous et ne pas oublier qu'on ne vend pas que du voyage, mais on vend notre service, on se vend, on vend notre personne. Donc, c'est tout naturel que de se mettre un peu de l'avant, faire du storytelling, parler de nous. Puis oui, ça peut être challengeant. Commencer petit, step by step. C'est là que je pense que ça peut vraiment faire une différence. Dans le même podcast, je ne sais pas si tu t'es rendu jusque-là, mais la meilleure façon qu'ils l'ont dit, pour ceux qui ne savent pas, parce que parfois, we overthink it, de comment on pense trop. On pense trop, de comment s'afficher en public. Puis lui, il dit, quand tu n'es pas certain, là, qu'est-ce que tu fais dans une journée? Ta vie de conseillère en voyage, il ressemble à quoi du lundi au vendredi? On sait que parfois, on a des journées qui sont un peu plus tough, mais ça ressemble à quoi? OK, tu reçois un appel, après, tu crées un itinéraire, après, tu as un temps pour ton marketing. Au lieu de dire, qu'est-ce que je veux marketing, pourquoi pas allumer la caméra pendant que tu fais tout ça, puis ça humanise ton processus. Puis, autant que ça peut avoir l'air simple, ça fait peur pour certains. Ils ne s'intéressent pas à écrire un itinéraire. Tu penses que non, mais peut-être que oui. Peut-être qu'ils ne veulent pas voir qu'est-ce que tu as écrit, mais ça a l'air de quoi. Puis là, on ne se le cache pas dans l'industrie. On en profite parce qu'on devrait, en tout cas, voyager le plus souvent possible selon les mesures. Parce que ça l'aide. Parce que veux pas, ton entraîneur personnel, il est mieux d'être en forme. Ton conseiller en voyage devrait avoir quand même un vécu de voyage assez intéressant. Puis au point du service qu'on vend, mes restaurants préférés, là, c'est pas forcément des restaurants Michelin non plus. Right? C'est de la bonne bouffe, mais c'est le service. C'est le serveur qui connaît mon drink préféré. C'est tout ça. C'est le petit cadeau à la fin parce que c'est ma 5e visite ce mois-ci. Puis c'est des plats normaux. C'est un peu ce qu'on fait nous-mêmes. Puis oui, je me retourne sur cette petite astuce-là de quand le syndrome de la page blanche. Tu l'as aimé, hein? J'ai vraiment... C'est writer's block. De la français, c'est ma 3e langue pour ceux qui... T'es très bon, Anthony. Très bon. Mais c'est ça. Si on ne sait pas par où commencer, mais de quoi ça a l'air ta journée? Donc, n'y pensez pas trop. Document your process. Enregistrez-vous. Parlez dans la caméra un peu. OK, je viens de raccrocher avec un client, et puis je suis tellement excité parce qu'on va planifier un voyage de famille. T'as rien dit, t'as pas donné de conseil de où est-ce qu'ils s'en vont, mais t'as donné un petit perçu de quoi ça a l'air, puis cet aspect humain, surtout qu'on travaille quasiment tous dans la maison, on manque ce contact-là quand on rentrait en succursale parler, on le voyait en face à face. Il y a quand même une belle dichotomie là-dedans, au sens où on parle de l'intelligence artificielle puis d'être sur les réseaux, mais aussi de garder ce volet de contact humain. Oui. Donc, c'est pas parce que tu es sur un réseau social de ton choix
que tu n'es pas capable de faire transparaître ton côté humain, ta dimension humaine. Exact. C'est ça qui est accrocheur. Ça, les gens vont toujours vouloir ça. Là. On ne se le cachera pas. Là. On ne veut pas de robots. On veut des gens qui nous font vivre des émotions. Et le caractère unique, comme tu le dis, c'est clair. Capitaliser là-dessus, puis c'est ça qui va vous différencier. On est différents, par nature, tout le monde. Mais là, si vous tablez là-dessus, l'unicité même de votre individu puis de ce que vous pouvez faire grâce à ça, capter l'audience, gagner la confiance, il n'y a aucune raison que pour 20$ ou 30$ de moins, il y ait ailleurs. Parce que vous le valez. Puis c'est ça aussi, il faut se mettre à croire en la valeur, puis et c'est ça, moi, je prône énormément. Tous ceux qui viennent me dire, moi, je voudrais aller dans le Sud, je leur dis, allez dans une agence de voyage, parlez à un conseiller en voyage parce que vous allez avoir besoin de conseils. Vous ne pouvez pas vous improviser vous-même votre propre voyage sans avoir minimalement un conseil, même pour un tout inclus où ça a l'air bien facile. Pas tant. Parce qu'il y a tellement de catégories de chambres, il y a tellement de différents hôtels, la plage, la nourriture, name it, il n'y a pas de limite. Les segments de luxe, vous voulez vous approprier le segment de luxe, démontrer que vous l'aimez, n'ayez pas peur, parce qu'on est très, très... comment je dirais ça? On est très avare de vouloir partager ou d'exprimer qu'on a de l'argent, on a les moyens au Québec. On est plus du genre de nature plus tranquille, préservée. On a quand même un intérêt pour le luxe, mais c'est bon de le mettre de l'avant-plan. Moi, je suis spécialiste dans le luxe, puis de vouloir faire part de ça aussi, de ne pas avoir peur de démontrer que... Hein? Et proportionnellement aux avancées technologiques, il va aussi tout autant y avoir je dirais même proportionnellement, il va y avoir un manque de contact humain. Et donc, le contact humain va être de plus en plus recherché, voire nécessaire. Oui. Et miser là-dessus aussi. Miser, pas pour en prendre avantage, mais dans le sens... aider les gens à revoir, puis les gens sont curieux, mais les gens ont besoin aussi de ressentir ce côté humain qu'on a de moins en moins. Il y en a qui sortent moins, qui restent plus chez eux, on est plus sur notre téléphone. Donc, proportionnellement que les avancées technologiques vont avancer, plus les gens vont aussi avoir besoin de ce côté humain-là. C'est la raison pour laquelle on se dit justement que le côté du conseiller va rester, parce qu'il apporte justement ce côté humain-là. Il faut. Moi, j'y crois. J'y crois. Puis pour la question qu'on s'est posée tantôt, on est tous d'accord que d'ici 20 ans, 50 ans, 100 ans, le monde, les gens vont continuer de voyager. Et bon, c'est juste, pour moi, c'est la seule rassurance que j'ai besoin. C'est à nous ensuite de rester pertinent. Oui, d'assurer une pérennité, tout à fait. C'est ça ferait peur si on dirait les avions deviendront extincts, puis il y en aurait plus dans 20 ans, puis on ne pourrait plus voyager comme on le faisait. Là, on aurait raison d'avoir peur. Mais si on est tous d'accord que le monde va continuer de voyager, puis un jeune de 15 ans aujourd'hui qui va être un millionnaire dans quelques ans, qui ne sait même pas encore, puis lui, il va avoir besoin de conseils pour voyager, eh bien, c'est cette optique à longue échelle qu'on devrait plus avoir. Donc, je me rassure avec ça en sachant que les gens vont continuer de voyager. Un beau défi. Oui. Parlant d'avenir, justement, Julie, quels sont tes projets pour l'avenir? Écoute, si je parle au niveau strictement professionnel, moi, étant tatouée Transat sur le cœur, c'est sûr que je voudrais prendre ma retraite chez Transat. Maintenant, avec les changements qu'il y a eu récemment, mon rôle s'est élargi. J'ai repris les opérations groupe, l'équipe qui est dans le reste du Canada aussi, en plus de la magnifique équipe que j'avais déjà ici au Québec. Donc, ce que je veux là dans l'immédiat, court moyen, c'est de camper dans ces assises-là, puis de bien maîtriser ce rôle-là, puis d'amener à terme et de développer la relève. Parce que moi, j'adore ça. J'adore coacher, j'adore travailler. J'ai une équipe formidable. J'ai hérité d'une équipe formidable. J'avais déjà une équipe formidable. J'ai hérité de 2 autres équipes formidables avec des gens tellement compétents. C'est génial, c'est toutes des femmes. Oh! Alors, donc, moi, je veux pouvoir continuer à évoluer, mais comme je vous ai dit, vraiment, vraiment bien camper mon rôle, puis continuer à développer des beaux projets, puis à continuer à travailler avec les agences de voyage, nos partenaires réseau, puis voir cette belle industrie-là évoluer. Puis j'espère prendre ma retraite de Transat. Pas tout de suite, là, je suis pas prête. Ben non, effectivement, pas tout de suite. J'ai encore un peu d'affaires. Il reste encore une couple d'années devant toi. Oui. Puis justement, tu vas avoir travaillé un certain nombre d'années dans l'industrie quand tu vas être rendu à ta retraite. Quel impact t'aimerais laisser sur l'industrie? Écoute, c'est sûr que
je souhaite laisser un impact positif, autant avec les gens chez Transat que même les gens chez Transat, les conseillers en voyage, l'industrie en tant que telle. Puis aussi, chez les compétiteurs, il y a quand même un respect que j'ai pour eux aussi. Puis j'ai une bonne relation cordiale avec les compétiteurs aussi. Donc, je voudrais que les gens se souviennent de moi comme étant une personne ouverte d'esprit, authentique, avec un bon sens de l'humour, toujours prête à aider et qui veut aussi... c'est ce que je souhaite le plus, vraiment laisser un impact le plus positif possible. Puis des fois, quand on accède à un poste de direction, des fois, on est appelé à prendre des décisions qui sont pas toujours super faciles, puis qui peuvent pas toujours aider les partenaires en voyage, mais on est contraint des fois à des restrictions. Mais je pense que c'est dans la manière où on le livre aussi, puis comment on l'explique. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est pas toujours facile, mais c'est vraiment ce que je souhaite le plus, laisser un impact positif, puis de dire, OK, Julie, moi, je vais l'avoir côtoyée, je vais avoir travaillé avec elle, ou elle va m'avoir aidé, puis ouais, elle était sharp. C'est ça que j'aimerais que les gens... C'est tout en ton honneur, puis t'as mis un point, tu sais, des fois, tu mets pas c'est pas tes propres décisions parce que je veux pas... C'est pas ton entreprise, tu travailles pour quelqu'un, tu travailles pour un nom, puis des fois, c'est pas tout le temps tes propres décisions. Mais c'est un très beau point d'amener à comment le livrer, comment partager l'information. Ça, je trouve que c'est une très belle manière de garder une belle trace dans l'industrie. Oui, parce qu'on se soutient tous, hein? C'est vraiment une petite collectivité, là. C'est une grosse industrie, mais au Québec, c'est une petite collectivité. Fait qu'il faut faire attention à tous ces beaux gens-là. Puis on doit préserver aussi Transat, mais on doit travailler aussi pour l'intérêt des conseillers en voyage en même temps. C'est un bon point parce que c'est un projet de podcast, c'est un peu dans le même optique. Tu viens du côté des fournisseurs. Aujourd'hui, on va avoir d'autres invités qui vont être peut-être perçus comme des compétiteurs, mais on n'est pas là pour jaser la compétition. On est là pour s'entraider, s'apprendre à connaître, puis échanger les bonnes affaires, les meilleures pratiques pour, d'ailleurs, exactement préserver l'industrie du voyage ici. C'est sain, la compétition. Absolument, il en faut. C'est sain, on n'a pas le choix. C'est ça. Il faut se démarquer. Tout à fait. Exact. Voilà. Et à nos auditeurs, est-ce que vous auriez justement des histoires à nous raconter en lien avec des relations que vous avez eues avec vos fournisseurs, des histoires qui se sont passées avec vos fournisseurs? Racontez-nous si vous voulez partager des éléments et également si vous avez des conseils pour ceux qui veulent se partir en agence, ceux qui veulent se partir dans le domaine du voyage. On en a parlé beaucoup aujourd'hui du côté partir dans le domaine du voyage. Donc, à nos auditeurs, si jamais vous avez des questions pour nous pour se partir dans le domaine ou ceux qui sont déjà dans le domaine ont des conseils pour ceux qui veulent se partir dans le domaine, on vous écoute et on a très hâte de vous lire et de vous entendre. Et c'est ça. Puis, si on peut, il y a quelques épisodes qui s'en viennent aussi. D'ailleurs, parce qu'on va avoir d'autres invités pour amener cette perspective-là de démarrage d'entreprise. On aurait une jeune entrepreneur qui vient de se partir son propre agence de voyage. On ne le dévoilera pas tout de suite. On va garder la surprise. Mais c'est tout à fait un sujet qui nous passionne parce qu'on veut comprendre comment ça se fait aujourd'hui versus comment ça s'était fait dans le temps versus comment tout le monde s'approche pour le gérer et l'agrandir à leur façon. Donc, tout à fait pour nos auditeurs, on veut savoir ce que vous en pensez. Puis autant pour vos opinions sur tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, si vous avez des histoires à raconter, autant pour des sujets que vous voudriez qu'on aborde dans des prochains épisodes. Donc, gênez-vous pas. Nous vous en faire part partout. Sur les réseaux sociaux, on va donner à la fin notre adresse courriel, comment nous rejoindre. Écoutez, vous ne serez pas capable de nous manquer éventuellement, donc on va être sûr que vous avez tous les moyens à votre disposition pour nous contacter, parce que c'est la conversation qu'on veut continuer, pousser de l'avant. Comme tu dis, j'ai bien aimé comment tu viens de dire ça, préserver l'industrie. C'est sans l'avoir positionné de cette façon-là, ce podcast est grandement fait dans cette optique-là. C'est préserver l'industrie, avancer l'industrie, que la conversation se fait à voix haute une fois pour toutes, qu'on se partage tout ce qu'on connaît parce qu'on veut tous agrandir ensemble. Il y en a assez pour tout le monde, je suis confiant. C'est pas parce qu'on fait le même métier qu'on risque de se cannibaliser. Là. On peut tous grandir et faire ça ensemble. Donc, clairement. Moi, Larissa, Anthony, je voudrais vous dire simplement un beau bravo. Et longue vie à votre balado Classe Affaires. Je trouve ça très inspirant. Vous m'inspirez.
Je vous trouve vraiment, vraiment inspirant. J'aime tout de ça. Bravo. Merci, Julie. Merci. Merci. Sincèrement, merci. Et donc, on espère que cette conversation vous avait amené de la valeur. On espère surtout qu'on a fait avancer des conversations et c'est justement ce qu'on veut faire ici au podcast Classe Affaires. Donc, c'est à votre tour. On veut vous entendre. Suivez-nous sur tous les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook. Abonnez-vous sur Spotify, Apple et le visuel serait toujours disponible sur YouTube. Fait que vous ne pouvez pas nous manquer. Mais surtout, on veut savoir, on veut connaître votre opinion. Qui voulez-vous entendre? Quel sujet voulez-vous entendre discuter? Qui devrons-nous inviter? On veut le savoir. Si vous voulez être un invité ou si vous avez des invités en tête, gênez-vous pas de nous contacter. On veut, comme on l'a dit, avancer la conversation. Donc, merci et à la prochaine.